Eh bien, j'appelle Jacques Rancière. Voilà, eh bien, Jacques Rancière va nous parler de, ou sous le titre de homonyme, synonyme, équivalent. Bien. Bon, avant de commencer, je suis obligé de faire une déclaration préliminaire parce que nous sommes dans un théâtre où on sait qu'il y a un conflit et j'ai été averti par des gens par ailleurs tout à fait honorables que venir parler ici aujourd'hui était prendre parti dans ce conflit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dont le nom est supposé parler par lui-même. Bon, en ce qui me concerne, je ne parle que par ma parole. Et par conséquent, je viens ici pour une chose et une seule chose, à savoir parler de l'immanence des vérités. Bon, donc, sous le titre qu'on a rappelé, je voudrais proposer une réflexion sur quelques opérations de langage caractérisant pour moi le livre d'Alain Badiou. Ça veut dire que je parlerai de ce livre comme œuvre d'écriture et non de sa place dans la pensée ou la théorie d'Alain Badiou en général. Bon, cette annonce fera peut-être froncer certains sourcils, parce que s'occuper d'opérations langagières semble vouloir dire s'enfoncer dans les marécages de la finitude et du relativisme. Consentir à la maxime du matérialisme dit démocratique, à savoir qu'il n'y a que des corps et des langages, en méconnaissant le fait qu'il y a en outre, c'est-à-dire en plus et au-delà des vérités. Bon, à cela, on peut répondre que les vérités, telles qu'Alain Badiou les définit et les analyse, sont elles-mêmes des manières dont des corps sont saisis par des formes de langage. Les vérités de l'amour, de la poésie ou de la politique sont toujours des manières de renommer des situations pour y faire apparaître des ressources non encore aperçues. Et c'est en commentant un « comment dire » qui est à la fois question et réponse qu'Alain Badiou fait de Beckett un guide sur le chemin de l'infini. Les vérités, donc, peuvent être définies comme des formes d'accrochage des langues au corps. Des formes d'accrochage qui sont des écarts par rapport à leur mode normal de convenance, soit leur mode d'être consensuel. La condition de cet écart est que la langue, qui doit arracher les corps aux propriétés qui les assignent à demeure, soit elle-même travaillée par un écart spécifique, l'écart entre le propre et l'impropre. Disons, l'impropre est un terme que j'utiliserai souvent aujourd'hui et qui ne porte évidemment aucun jugement de valeur. Bon, on vérifiera aisément que c'est bien ce genre d'écart que nous propose l'immanence des vérités, dans le voyage constamment organisé entre les théorèmes de la théorie des ensembles et ce que ces théorèmes, pour parler comme Alain Badiou, nous disent sur les situations et les dénominations qui constituent notre univers. Ces voyages déterminent une certaine construction d'ensemble du livre, un mode d'anticipation de la lecture dans l'écriture et, concurremment, certaines opérations qui passent par l'usage des mots, par des figures de langage visibles, mais aussi par les synonymies qu'organisent quelques homonymes majeurs. Bon, pour illustrer ce point, je partirai d'un passage consacré à la théorie du recouvrement comme opérateur fondamental de l'oppression. Celui-ci, nous dit Alain Badiou, consiste à plaquer sur l'infini potentiel d'une situation une mosaïque de finitude. Bon, la métaphore n'est pas très agréable, mais elle suffit à ouvrir un champ de résonance où une réalité empirique bien spécifique va pouvoir rencontrer une opération mathématique. La réalité empirique, c'est le renégat, le révolutionnaire repenti, devenu zélote de l'ordre dominant. En somme, le recouvrement est un synonyme de ce qu'on appelait, après 68, récupération. Mais recouvrement est aussi, bien sûr, le nom d'une opération sur une famille de parties d'un ensemble. Opération dont la possibilité, mais aussi l'impossibilité, sont sujets à démonstration. Ce qui permet à Alain Badiou d'annoncer qu'il y a une voie pour sortir du recouvrement, on peut dire, disons de la récupération. Je le cite, ce sont les glorieux théorèmes de Scott et de Jensen, auxquels nous consacrerons la section 4, et qui reviennent à démontrer que, sous la condition qu'existe un certain type d'infini, alors,
le recouvrement total des vérités neuves, leur finitisation propagandiste est impossible. Bon, deux choses nous retiennent dans cette phrase. C'est d'abord le mélange savant des lexiques qui met directement la propagande sous les juridictions de l'infini et donne à des théorèmes une épithète glorieux qui, dans les mêmes années 1968, avait un usage bien défini. On parlait alors de la glorieuse pensée du président Mao Tse-tung. La deuxième chose qui nous retient, c'est l'annonce que la démonstration est différée. De fait, son détail ne sera donné que 200 pages plus loin. Mais déjà, nous savons déjà, disons, ce que ces théorèmes, cette démonstration démontre en dehors d'elle-même, à savoir que les renégats peuvent et doivent être vaincus. Bon, ceci se lie à un aspect plus global de la structure du livre. Celle-ci a en effet deux traits singuliers. Premièrement, une certaine élasticité qui est admise pour sa lecture. Il y a, nous dit Alain Badiou, un prologue, on peut le sauter, mais il faudra quand même le lire plus tard. Et puis il y a un parcours court qui suit le développement conceptuel global et un parcours long qui inclut des démonstrations formelles. Bon, c'est mieux si on les lit, mais on peut quand même comprendre les sautants. Bon, première chose. Deuxième chose, il y a une variété des modes d'exposition, avec notamment l'introduction de dialogues familiers avec la complicité du célèbre Ahmed. Donc, la rigueur de l'ordre des raisons admet des raccourcis et offre des illustrations divertissantes. Ce n'est pas de la pédagogie au sens où on l'entend souvent, à savoir l'art de faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui ont du mal dès que ça devient un peu compliqué. L'affaire est, je crois, plus sérieuse. Le problème n'est pas que le lecteur comprenne le livre. Le problème est qu'il comprenne qu'il y est compris, qu'il sache que c'est de lui que le livre parle. Bon, pour comprendre ce qui est en jeu ici, je rappellerai une histoire, une affaire de pédagogie entre guillemets plus ancienne. En 1872, l'éditeur Lachâtre annonçait à Marx son intention de publier la version française du Capital en fascicule périodique. Bon, Marx lui répond que c'est très sympathique, mais que les chemins de la science sont longs et arides au début, et trop sans doute pour les Français qui veulent tout de suite aller à la conclusion. Lachâtre le rassure et lui dit « les ouvriers français comprennent qu'ils font passer par là et que sûrement ils voudront le suivre jusqu'aux conclusions de ces magnifiques théories. » Bon, mais le vrai problème, ce n'est pas que les débuts soient arides, c'est de savoir en quoi consiste la conclusion. Pour Lachâtre, le socialisme, c'est une science qui explique les défauts de l'organisation économique existante et donne les principes d'une organisation alternative. Mais bien évidemment, à la fin du premier livre, on n'aura rien de tel. On aura la formule développée du mécanisme capitaliste. Quant à la conclusion à en tirer, Marx donne non pas une, mais trois réponses. Première réponse, le capitalisme est un mécanisme qui se reproduit d'une manière nécessaire à la manière des révolutions des astres. Deuxième réponse, mais cette nécessité en fait n'est pas du tout nécessaire. Elle n'est que l'effet d'une opération tout à fait contingente. Il y a une bande de petites bandes de brigands qui, il y a quelques siècles, s'est emparée des terres communes et a servi des individus libres. Mais troisième conclusion, cette contingence n'est pas du tout contingente. Le développement des forces productives rendait nécessaire cette appropriation, et il la rendait aussi nécessaire que les soulèvements de l'écorce terrestre. Ce qui veut dire aussi que le même développement nécessaire y mettra fin. Bon, une chose est sûre, de l'exposition scientifique de ce tire ni la formule de l'avenir, ni la voie de cet avenir. La machinerie démontrait de l'oppression et la puissance subjective de l'émancipation restent entièrement extérieures l'une à l'autre. La conclusion de la science du capital, soit son effet, tel que Lachâtre et les ouvriers français l'attendent, est remise à son homonyme, cette science marxiste qui est censée faire coïncider l'efficacité des prises d'armes avec la connaissance de l'évolution nécessaire des forces productives et des forces sociales. C'est la voie qu'ont emprunté les partis États marxistes du XXe siècle, avec les résultats que l'on sait. Le marxisme de nos contemporains en a généralement tiré la conclusion prudente qu'il valait mieux privilégier l'efficacité la plus certaine et la moins périlleuse, celle qui permet de voir dans tout événement de notre monde la conséquence nécessaire d'un mécanisme capitaliste aussi régulier que les mouvements des astres. Bon, Alain Badiou a choisi une autre voie. Il répudie le paradigme scientifique, son modèle d'enchaînement causal et son modèle d'efficacité, à savoir celui de l'application des lois générales à la réalité particulière. Il prend appui sur une seule science, la mathématique, conçue comme la théorie formelle des multiplicités. C'est à elle qu'il demande les formules permettant de penser ensemble, ce que précisément on ne trouvait pas ensemble dans le Capital, les formes de l'oppression et les gestes de l'émancipation. Donc, de faire équivaloir une théorie générale des formes de multiplicité
avec une dramaturgie de l'oppression et de l'émancipation. Car c'est ça le fond du problème, aussi fort qu'on nous invite régulièrement à bien distinguer processus réel et processus pensé, le théorique et l'empirique. Il n'en faut pas moins, en définitive, que les mots de la théorie pure et les mots de la description des situations et de l'action militante parlent de la même chose, que le sujet qui lit le livre de science et la puissance subjective que ce livre doit susciter y soit compris. Ça, dirait-on, je pourrais dire, c'est le côté hegelien de Badiou, quoi. Il faut que l'absolu soit déjà là. Et ce côté hegelien suppose toute une série d'écarts avec Marx, qui passent tout naturellement par un certain nombre d'écarts de langage. Bon, au départ, il y a un geste fondamental. Pour que les formules de la théorie des ensembles et les formes de l'oppression et de l'émancipation communiquent, il faut qu'elles aient un même type d'être formel. Donc, qu'elles soient toutes deux des manières de dire et des manières de compter, qui se confrontent sans la médiation des lois de la science et de ses douteuses applications. Pour cela, il faut, c'est un geste fort, que ce que Marx nomme lutte des classes soit renommé sous la forme de l'opposition du fini et de l'infini, laquelle a deux propriétés essentielles. Premièrement, elle inclut sans reste toutes les formes possibles de cette lutte. Deuxièmement, elle ramène en chaque point les mécanismes dits objectifs à des affrontements de puissance subjective. La dramaturgie du fini et de l'infini est en effet complétée par une thèse forte. Le fini, à proprement parler, n'existe pas. Il est toujours le résultat d'une combinaison d'infinis. Le fini, en somme, est une manière de nommer cette combinaison, et une manière qui choisit de nier, en fait, l'infinité. Ce que la bourgeoisie opprime et réprime, on pourrait dire, ce n'est pas le travail ouvrier à la classe ouvrière, c'est proprement l'infini, dont elle repère chaque émergence potentielle pour plaquer dessus sa mosaïque de finitude. Mosaïque qui n'est jamais elle-même qu'une infinitude ramenée à sa plus faible puissance pour être tournée contre elle-même, au sens strict reniée. C'est pourquoi la puissance subjective d'émancipation consistera toujours à rétablir une hiérarchie des infinis, à choisir un infini d'une puissance supérieure telle que la mathématique en démontre la possibilité ou la non-impossibilité. Mais pour que toute chose soit ainsi nommable et comptable, en termes de fini et d'infini, il faut qu'entre le langage formel des mathématiques et le langage qui sert ordinairement à nommer et évaluer les situations, le passage soit toujours assuré. Il faut que le fini et l'infini eux-mêmes fonctionnent comme des grands homonymes propres à assurer des synonymies entre les manières de nommer les situations et les manières de penser leur relève. Je me concentrerai ici sur deux opérations de ce type, deux cas de synonymie et d'homonymie qui permettent d'assurer une équivalence des formes du fini ou une équivalence des procédures d'infinitisation. Si je l'ai choisi, c'est parce que, dans les deux cas, ce qui est en jeu d'un écart significatif avec un marxisme dont Badiou pourtant revendique l'héritage. Mon premier exemple, je l'emprunte à l'analyse des opérateurs de finitude. Identité, répétition, nécessité, religion, mal, mort. Bon, le lecteur a vite la sensation, au fond, tous disent la même chose, que tous fonctionnent comme des synonymes et servent à tout synonymiser, à prouver que dans la plus extrême opposition apparente, on a toujours affaire à la même opération finitisante. C'est ainsi le cas de l'opposition bien connue entre l'occidental démocrate et sceptique et son ennemi supposé, le fanatique islamiste. Tous deux, nous dit Alain Badiou, sont des figures finalement équivalentes de la mort. Cette équivalence est établie par de singulières approximations de langue. D'un côté, le terroriste islamiste, celui qui tue et se donne la mort au nom de son Dieu, qui est le seul Dieu, est assimilé à une figure occidentale et poétique de l'époque romantique, à savoir la résurrection, la volonté de ressusciter les dieux morts, qui ne peuvent être que les dieux du paganisme. D'autre côté, le démocrate occidental est identifié à l'individu consommateur qui achète des marchandises comme on achetait à l'Église au Moyen-Âge, des indulgences, des garanties contre la mort, qui n'en préservent que pour autant qu'elles lui sont identiques. Bon, Alain Badiou a certainement perçu la fragilité de cette assimilation entre le dieu de la religion monothéiste et les dieux morts de la poésie romantique, ou entre les marchandises et ces indulgences qui, disons, raccourcissaient le temps de purgatoire, encore dans ma jeunesse. Mais il me parut plus important d'assurer la synonymie de toutes les formes de finitude comme efficace d'un seul opérateur, finalement, la mort, qui est d'une certaine façon le nom de toutes les figures de la finitude.
Cette opération, justement, implique un singulier rapport au marxisme. Badiou semble d'abord en reprendre, disons, les habitudes, quoi. Religion ou démocratie sont les faux-semblants équivalents, derrière lesquels se tient la réalité solide de l'intérêt privé. On connaît. Mais de l'autre, en fait, il a subverti entièrement cette vulgate. La marchandise, finalement, telle qu'elle nous est présentée ici, n'est pas une chose produite dont la propriété doit être restituée au travail productif. Elle est une chose consommée, corruptible et corruptrice. Elle n'est pas l'objet énigmatique dont la fausse banalité cache le secret que la science doit percer. Elle est la banalité absolue d'un monde de la finitude où tout s'équivaut et dont le secret nihiliste n'est que la mort, comme équivalent absolu de tous les finis et aiguillon de tous les péchés contre l'infini. De semblables effets de synonymie et d'homonymie marquent, je crois, les opérateurs d'infinitude. Je pense notamment à la manière dont fonctionne un type d'infini qui est l'infini de résistance aux partitions. Celui-ci a ses définitions dures dans les termes de la théorie des ensembles, mais son homonymie assure aussi ses identifications, disons, les plus larges ou les plus molles. L'État policier lui-même, finalement, met en œuvre cet infini, puisqu'il se présente comme l'instance de l'universel qui nie les particularités. Bien sûr, cette vérité, cet infini, se révèle immédiatement comme une caricature répressive, puisque sa seule fonction est d'organiser la stabilité des divisions et de réprimer le véritable universel, le véritable infini de résistance aux partitions nommé communisme. On pourrait donc dire, disons que l'infinitude de l'État n'est que le mensonge de l'idéologie, dont le fini est la vérité. Mais ce serait, au fond, dire que la finitude est réelle et limiter ainsi la puissance de l'infini. Donc il n'y a pas de mensonge et, au fond, l'idéologie ne sera jamais, dans ce livre, que le nom d'une opération de rabaissement de la puissance de l'infini. Il faut non pas dénoncer le faux infini, mais choisir un infini plus fort. Ce qui suppose qu'on n'échappe pas à l'infini, qu'il est depuis le début auprès de nous comme l'absolu hegelien. Et on sait que la proximité, l'approximation, le toucher, le presque toucher sont l'objet essentiel du livre. Il s'emploie à en fournir la machinerie conceptuelle rigoureuse. Reste toujours le problème, il faut que cette machinerie rigoureuse ait quelque chose à nous dire sur les aléas des multiplicités auxquelles nous appartenons. Sans quoi, les théorèmes mathématiques concernant les infinis toujours plus puissants resteront des virtuosités techniques. Un peu comme le merle noir de Messiaen, invoqué par Alain Badiou, resterait une pièce de virtuosité faite pour tester les capacités des élèves du conservatoire s'il n'y avait pas le lien qui le lie au vrai merle qui chante le matin dans nos cours et, bien sûr, aussi par-delà lui-même au merle moqueur du temps des cerises. Il faut que le langage de la machine ontologique d'approximation de l'absolu reste à tout moment traduisible dans le langage ordinaire au prix, disons, d'un certain nombre d'approximations délibérées de langage. Je m'attarderai un peu sur l'une d'entre elles, celle qui concerne le mode d'être des vérités comme procédure d'infinitisation, soit le caractère générique. Pour nous faire sentir l'enjeu du choix entre le constructible et le générique, Badiou attire notre attention sur l'histoire du mot. Inutile, bien remarquable que Cohen ait repris, pour nommer les ensembles non constructibles, le même terme de générique, par lequel Marx, dans le manuscrit de 1944, désignait le prolétariat comme représentant d'une humanité immanente. Bien sûr, il n'y a pas de filiation directe, mais c'est quand même remarquable qu'il ait repris le même mot. Mais à proprement parler, ce même mot n'existe pas. N'existe pas parce que, Alain Badiou le sait comme moi, il n'y a pas d'adjectif allemand qui corresponde à générique. L'être générique des manuscrits se dit en allemand Gattungswesen. Il s'agit de l'essence de l'homme comme espèce. Or, dans les manuscrits de 1944, de cette essence générique, le prolétaire, ou plutôt là, le travailleur, n'est aucunement le représentant. Il en est au contraire, dans ce texte, la perte. Disons, le travailleur est l'être qui a été privé de son essence humaine. Sa richesse, celle d'une humanité qui se reconnaît elle-même son travail, lui a été dérobée. Elle a été appropriée par une puissance étrangère et il en est réduit à exercer son activité essentielle comme un simple moyen d'assurer son existence. Donc, le mot subjectif de la filiation suggérée, générique, est bien plutôt l'opérateur d'une rupture. L'homme feuillerbarien des manuscrits de 1944, cet homme à qui on a volé sa propriété et qui doit la reprendre, est assimilé à la classe non-classe
d'un autre texte de Marx, l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Et, disons, cette assimilation lui permet de devenir le pur sujet, sans propriété, d'une humanité à inventer. Choisir Cohen contre Gödel, c'est donc aussi choisir un Marx contre un autre. C'est nouer la rigueur de la science aux rigueurs de l'oppression et de l'émancipation, par un autre réseau d'homonymes et de synonymes. Derrière la machinerie des équivalences conceptuelles des manuscrits de 1944, il y avait la grande homonymie formulée par Feuerbach, l'homme est le nom de tous les noms. Il était en effet l'homonyme qui assurait toutes les synonymies. Bon, nous avons connu, enfin, au moins Alain Badiou et moi, le temps où une autre forme de positivisme entendait se débarrasser de ce nom de tous les noms au profit de la seule science du procès sans sujet. Bon, ce qu'Alain Badiou propose est autre chose. Cette dialectique du fini et de l'infini qui met l'humanité, donc qui met, si on veut, qui met le sujet humanité sous condition d'incorporation à une procédure infinitisante. Mais c'est alors l'infini qui fonctionne, on peut dire, comme le vrai nom de tous les noms, ou, pour le dire, dans les termes d'Alain Badiou, c'est là le leitmotiv de tout le livre, je le cite, l'infini est le nom générique de ce qui institue en un point d'une situation, en fait un point post-événementiel, une puissance, simultanément égalitaire et à la hauteur de la situation tout entière. Bon, et il est bien entendu que tout le travail du livre est d'arracher ce nom générique d'infini à son univocité romantique, de différencier et de hiérarchiser les types d'infini et, par conséquent, les modes d'accroche entre les démonstrations formelles et les modes d'incorporation dont elles favorisent la possibilité ou la non-impossibilité. Et ce qui finalement est la même chose, car nous savons que ce qui n'est pas impossible doit être choisi de préférence, puisqu'il fait reculer le possible, au nom de ce principe de maximalité, dont on pourrait dire qu'il est la version approchée, mais justement absolument approchée de la preuve ontologique, dont on sait qu'elle hante un peu tout le livre. Le possible, donc, est lui-même un des grands homonymes qui gouvernent le mouvement ascendant vers le presque touché de l'absolu. Le possible, ce qui peut être, non simplement on ne peut pas démontrer qu'il n'est pas possible, et par lui-même réserve de puissance, par lui-même puissance de franchissement en acte. C'est aussi pourquoi les grands théorèmes qui ouvrent la voie à des infinis de puissance supérieure ont le plus souvent une double portée, résumée par une autre homonymie, celle du témoin et du témoignage. Ils témoignent du possible, fût-ce sous la forme du non-impossible, c'est-à-dire qu'ils le montrent comme quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui est à choisir en fonction du chemin qu'il ouvre, tel l'ensemble zéro dièse du glorieux théorème de Jensen, dont on ne peut ni démontrer ni qu'il existe ni qu'il n'existe pas, mais qui, si on admet son existence, barrera le chemin du recouvrement et donnera raison à Lénine contre Zinoviev et Kamenev. Mais aussi, disons, ces théorèmes portent témoignage quant au caractère de ceux qui décident ou refusent de transformer le possible en puissance. Je cite, un type d'infini, en l'occurrence le type cardinal de Ramsay, témoigne pour son existence qu'en réalité, celui qui est résigné à la finitude ne perçoit de l'univers qu'une caricature stérile. C'est de cette manière que les théorèmes nous parlent, c'est-à-dire font des résultats de leur procédure démonstrative des injonctions éthiques. Ils le font pour autant que la structure du livre a disposé l'espace au sein duquel leurs implications sont anticipées, et cette anticipation crée les conditions de leur accueil. Il en va ainsi pour le glorieux théorème de Scott, auquel je reviens. Sa démonstration technique sera donnée aux pages 439 et 440. Mais nous savions déjà depuis la page 229 qu'il était là pour clouer leur bec aux renégats et aux non-dupes. Sa portée décisive pour la constitution d'une éthique nous avait été rappelée déjà à la page 265. Donc, disons, ce théorème, nous l'aimions déjà, avant même de le connaître. Et sa portée ontologique nous avait été démontrée dans le chapitre précédent, la démonstration formelle, sous la forme d'un choix à opérer entre deux hypothèses et d'un impératif déterminant notre choix, une décision sur l'infini, dont les implications dans les registres de la politique, de l'art, de l'amour et de la science avaient été rassemblées en une page dense pour aboutir à la conclusion suivante, formulée comme une prosopopée de la science mathématique. Je cite, « Le théorème de Scott nous dit, si vous tenez ferme sur votre décision quant à l'existence d'un infini nouveau, il deviendra impossible de prétendre que ce qu'il y a, normé par ce qui est déjà là, et le passé définissable de ce déjà-là, définit à soi seul l'univers des possibles. On aura la garantie décidée
de ce qu'une œuvre de vérité est possible, que notre finitude ne nous voue pas à vivre comme un déchet de la domination. Donc, le jeu des homonymies nous amène à cette homonymie suprême qui est celle du choix. Les glorieux théorèmes nous disent « vous avez le choix entre deux hypothèses ». Leur traduction nous dit « oui, vous avez le choix, d'accord, vous pouvez vivre comme des déchets, vous pouvez vivre comme des êtres saisis par la puissance de l'infini. Vous avez le choix entre deux possibilités équivalentes, mais ce choix est commandé par un autre choix entre deux possibilités radicalement non équivalentes et qui est par avance tranché. Nous avons déjà décidé de ne pas vivre comme un déchet. Décidez donc de monter un barreau de plus sur l'échelle sans barreau final des infinis. Puisque, disons, cette absence de barreau final est une manière de répondre en même temps à Descartes et à Kant. Le principe de contradiction ne suffit pas à faire que l'être doué de la plus grande perfection possible soit réel. Mais, sous sa forme négative, il nous fait sortir du monde où les centalaires possibles sont à jamais séparés des centalaires réels. Il le fait à la condition de faire équivaloir le non-impossible à un pouvoir et le pouvoir à un devoir. Le principe de non-contradiction devient principe d'existence, non sous forme de, disons, de preuve ontologique, mais il devient principe d'existence pour autant qu'il fonctionne comme impératif catégorique. C'est-à-dire que le tu dois, donc tu peux kantien est remplacé par un tu peux, donc tu peux. Mais de cette façon, l'échelle de l'infini constamment recrée l'abîme au fur et à mesure qu'elle le franchit. Ce que les théorèmes de la mathématique ensembliste nous disent, à mesure que nous montons d'infini en infini, semble être comme les versions de plus en plus complexes et sophistiquées d'une seule et même formule. On a raison de se révolter. Formule de l'absolu qui déliait la révolte de l'obligation d'obéir aux lois de la société, telle que la science le déclarait nécessaire pour transformer la révolte en la réalité solide nommée révolution. Les glorieux théorèmes sont les formules d'une science qui donne raison à cette raison. Il lui donne raison en disant que le possible est toujours possible et que cette possibilité est elle-même une puissance. Reste à savoir, bien sûr, de quoi au juste cette puissance est puissance. Il est clair quelle est la puissance de réaffirmer sans fin sa décision. Mais elle ne veut pas s'en tenir là. Elle ne veut pas renoncer à la prétention d'être aussi la puissance des prises d'armes victorieuses. Disons la prétention de franchir, sans s'y perdre, l'abîme qui sépare deux formules presque semblables. Les deux formules de saint Paul, qui sont en quelque sorte comme formules tirées elles-mêmes de l'Ancien Testament, qui sont en quelque sorte, que pourrait-on dire, comme le modèle originel ou la formule originelle de la formule maoïste, mais aussi sa division cachée et là exposée. Premièrement, mort, où est ta victoire ? Question posée par Osée, et la mort a été avalée dans la victoire, réponse donnée par Isaïe. Cette division, elle est au cœur de ces exemples classiques de victoire et de défaite que Badiou commente au titre des procédures de vérité politique. Lénine, à Pétrograd, en 1917, a appliqué victorieusement le théorème de Jensen en affirmant la prise du pouvoir possible parce que les paysans ne bougeraient pas. Mais Alain Badiou sait bien, comme nous, que cette immobilité qui, en quelque sorte, est la raison de la victoire provisoire est aussi bien la raison de la défaite définitive, c'est-à-dire de la corruption du communisme comme forme de pouvoir. Et quant à la défaite de la révolution culturelle, elle est expliquée en définitive par des raisons qui sont un peu comme les raisons éternelles des défaites, l'encroûtement peureux des cadres du parti, l'aventurisme petit bourgeois des rebelles gauchistes et, pour finir, le manque de dirigeants capables de soutenir son invention et sa durée. Toute raison qui masque peut-être la question abyssale. Comment déterminer parmi tous les comités révolutionnaires, tous plus révolutionnaires les uns que les autres, qui se battaient à mort dans les rues et les usines de Shanghai au début de 1967, les vrais militants de l'infini, et les aventuristes servant la cause mortifère de la raison finitiste. On a raison de se révolter et on peut développer les raisons de cette raison jusqu'aux abords de l'absolu inexistant d'où toute révolte tient la possibilité de sa résurrection. Reste l'abîme encore qui sépare cette raison de la révolte de toute science des moyens de sa victoire. On peut et on doit toujours affirmer que la mort n'aura pas la victoire. Pour la déclarer avalée dans la victoire, il faut franchir le pas que désigne le programme annoncé, mi-ironiquement, mi-sérieusement par Alain Badiou. Renoncer à Dieu sans perdre aucun de ses avantages.
Merci. Merci vraiment, parce que la façon dont tu as montré comment l'appareillage de l'impératif déductif d'un choix neutre est réinterprété comme la non-symétrie d'un choix impératif, c'était magnifique. Voilà. Que ce soit vrai est une autre question, mais c'était magnifique. Ah, qu'est-ce que tu dis soit vrai, c'est aussi une autre. Merci.